119e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui s'intéresse à l'actualité des sorties en bande dessinée tous les 15 jours. Comme à chaque fois, en une vingtaine de minutes, nous reviendrons sur tous les albums sortis récemment qui ont attiré notre attention et que l'on avait envie de vous présenter. Dans une première partie, on s'attardera sur La Dame Blanche, album sorti chez Le Lombard, que l'on doit au très talentueux Quentin Zuiton. Dans une deuxième partie, on vous présentera 6 autres coups de cœur et pour cet épisode, nous reviendrons sur le premier tome de L'Âge d'eau, l'album événement de Benjamin Flao, sur Christina la Reine Garçon, titre qui nous entraîne en Suède au XVIIe siècle, sur l'album consacré à Simone Michel Lévy dans la collection Les Compagnons de la Libération, à Cauchemar Ex Machina, un titre édité chez Dargaud, sur le second tome de Saint-Elme du duo Lehman-Peters et enfin sur la réédition du titre Dans la secte chez La Boîte à Bulles. Comme à chaque quinzaine, c'est un programme chargé de qualité que l'on vous propose de découvrir en notre compagnie. Tout d'abord, je tenais à commencer cet épisode en vous souhaitant à toutes et tous une très bonne année 2022. Je tenais aussi à vous remercier d'être toujours plus nombreux à nous suivre ici et sur notre compte Instagram, preuve de l'attachement que vous manifestez pour ce podcast. Entamons cette nouvelle année avec La Dame Blanche, titre que l'on doit au très talentueux Quentin Zuiton et qui est disponible en librairie depuis le 14 janvier dernier. Pas anodin du tout, le titre fait référence à cette fameuse légende de la Dame Blanche qui voudrait que dans certaines circonstances, avant de mourir, l'on aperçoive une dame tout de blanc vêtue. D'ailleurs, de mort, il en est question dans cet album qui nous entraîne dans l'univers médicalisé des maisons de retraite ou ce que l'on appelle aujourd'hui les EHPAD. Mais ici, pas de surnaturel au programme, mais plus prosaïquement la présence des corps vieillissants, décharnés, tachetés, qui ne répondent plus vraiment aux besoins ou aux désirs de leurs propriétaires. Comme souvent, c'est la couverture de cet album qui nous a d'abord intrigués, celle-ci donne la couleur, au sens propre comme au sens figuré, de ce superbe ouvrage qui s'étend sur 208 pages. Nous y voyons un couple de femmes danser, face à nous, le regard comme absent, une jeune femme qui porte l'habit blanc de la soignante, dos à nous, une femme âgée dont la peau couverte de taches de vieillesse ne laisse guère de doute sur son grand âge. Couple improbable, les deux femmes donnent aussi le ton de cette histoire où les deux générations se côtoient au quotidien, s'amusent parfois ensemble, mais ne sont pas promis au même destin. Il est grand temps de vous parler d'ailleurs de cette histoire qui nous entraîne dans la maison de retraite Les Coquelicots, où nous allons y suivre des destins humains, à commencer par celui d'Estelle, jeune soignante très investie par sa mission. Tous les jours, elle passe de chambre en chambre pour s'assurer que les résidents et résidentes vont bien et pour leur prodiguer une multitude de soins. Cela peut même aller jusqu'à la toilette pour rendre présentable une morte, comme c'est le cas dans l'ouverture de cet album dont on vous avait dit qu'il aborde le thème de la mort de manière frontale. Il faut dire que Quentin Zuiton a décidé dans ce titre de nous prendre par la main pour nous emmener dans cet univers qu'il est plus confortable de ne pas voir, car il nous met en face de notre propre devenir. C'est d'ailleurs ce qui finit par arriver à notre Estelle, qui même si elle est une grande professionnelle, ne peut complètement dissocier son travail de sa vie personnelle. Très marquée par les différentes personnes qui passent dans son service et entre ses mains sur lesquelles aime beaucoup s'attarder l'auteur de cet album, elle ne peut totalement s'en détacher après leur mort. C'est ainsi qu'elle a entamé une bien étrange collection, gardé un souvenir de chacun de ses pensionnaires, non comme un trophée, mais comme un témoignage de ce temps passé avec eux. Car c'est aussi de cela dont il est question dans cet album, du temps qui passe, des souvenirs qui se font la malle, comme ceux d'Elisabeth Thomas qui se réinvente une vie d'ambassadrice alors qu'elle était simple ouvrière comme le signifie sa fille. L'ouvrage nous raconte combien il n'est pas simple de vivre au quotidien avec une population vieillissante, réunie dans un endroit où l'on attend la mort, sans que ça ait des conséquences sur son propre équilibre mental. Au passage, La Dame Blanche rend aussi un vibrant hommage à ce personnel humain, présent, compréhensif, qui ne juge pas mais accompagne et qui travaille souvent dans des conditions plus que limites, même si ce n'est pas ici le propos. L'autre grande force de ce titre est le traitement graphique que donne Quentin Zuiton à son histoire. Les dessins s'attardent beaucoup sur les corps, comme pour montrer de façon très crue et réaliste le temps qui passe à travers les marques que laisse celui-ci sur un corps. Les mains,
Le dos, les bras, le visage, l'émotion dans ce titre passe aussi par ce cadrage qui donne de la chair à cette histoire et permet de l'installer dans son contexte. La couleur bleutée fonctionne aussi comme une métaphore du propos. Ici, rien n'est noir ou blanc, tout se fait dans les nuances de cette couleur qui se veut éloignée de tout manichéisme. Quentin Zuiton, qui a travaillé dans un EHPAD alors qu'il était étudiant, s'est aussi appuyé sur sa propre expérience émotionnelle pour essayer de nous entraîner dans cet univers à part que l'on découvre ici dans cette histoire passionnante. C'est donc avec cet album profondément humain, parfois ambigu dans le rapport qu'Estelle entretient avec ses résidents, que nous entraîne un Quentin Zuiton décidément toujours inspiré. C'est la première histoire qu'il signe aux éditions Le Lombard, et après ses très remarqués Touché ou encore Appelez-moi Nathan, voilà un nouveau titre d'une grande force que signe cet auteur passionnant à suivre. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les 6 albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette quinzaine. C'est à la cour de Suède que nous entraîne notre premier coup de cœur, baptisé Christina la Reine Garçon, en nous propulsant au XVIIe siècle. Cet album est en fait l'adaptation d'une pièce de théâtre que l'on doit à Michel-Marc Bouchard, dramaturge québécois, qui s'est appuyé sur la véritable vie et le règne de la reine Christine entre 1632 et 1654. Quand l'histoire débute, nous la voyons ainsi monter sur le trône en remplacement de son père, qui aura eu une fille en premier et qui est donc celle qui lui succède. Sitôt son sacre passé, on est à la fois amusé et horrifié de la voir repousser toutes les avances de ces messieurs qui rêvent de la conquérir de gré ou de force pour exercer à leur tour le pouvoir. Cela commence par son propre cousin qui tente, un jour de chasse, de la prendre de force dans la neige car il prétend l'aimer éperdument. Mais Christina n'en a que faire de tous ces empressements, ce qui l'importe c'est d'être une bonne reine pour son peuple qu'elle souhaite éduquer et éveiller pour en faire des êtres éclairés. D'ailleurs, elle a fait venir à sa cour une délégation de Français, parmi lesquels figure un certain René Descartes, dont la jeune Christina vient souvent demander conseil. Représentante de la rigueur scandinave toute luthérienne, Descartes l'attire aussi vers un catholicisme moins rigoriste qui lui permettrait aussi de pouvoir vivre plus librement sa passion. En effet, on comprend que si Christina repousse ses nombreux prétendants, c'est qu'elle a une inclinaison vers sa dame de compagnie, la belle comtesse Héba. Toute la théâtralité de la pièce, entre jeu de pouvoir et jeu de séduction, se retrouve dans cette adaptation qu'en fait un Jean-Luc Cornette, encore bien inspiré dans cet album. Il confie la partie des saints à Flore Balthazar, dont le style ligne claire, précis et fourmillant de détails, nous plonge véritablement dans l'ambiance de cette cour de Suède. On la devine pleine d'affection pour son héroïne, qui est souvent jugée par ses pairs comme disgracieuse, mais à qui l'on trouve beaucoup de charme au fil des pages. Reine féministe avant l'heure, revendiquant une véritable liberté pour elle comme pour son peuple, c'est un personnage bien singulier qui nous est présenté ici dans les 96 pages de cet album au format moyen. Véritable coup de cœur, en librairie depuis le 12 janvier dernier, Christina la Reine Garçon est un album à retrouver aux éditions Futuropolis. C'est toujours des éditions Futuropolis que nous arrive notre second coup de cœur, album que l'on attendait avec grande impatience, L'âge d'eau de Benjamin Flao. Avec cet auteur, le moins que l'on puisse dire est que l'on n'est jamais déçu, et la première partie de ce diptyque, qui comportera donc un second tome, s'impose déjà comme l'un des titres de cette rentrée. L'histoire nous entraîne en France, dans un futur où la montée des eaux est devenue un phénomène qui s'est installé dans notre pays et qui fait qu'une bonne partie du territoire se retrouve submergée. Face à ce péril, les États ne semblent rien avoir changé sur le fond du problème et organisent une vie où l'on apprend à faire avec, en imposant des lois restrictives. Ainsi, il est demandé aux populations de se regrouper dans des zones habitables et de déserter les lieux isolés où la montée des eaux est devenue trop dangereuse. Pourtant, ça et là, des communautés se sont organisées et semblent vivre dans une certaine harmonie sans que forcément le danger ne soit immédiat pour eux.
C'est ainsi que nous allons suivre une famille composée de la mère et de ses 2 enfants, 2 adultes dont l'un a du mal à se remettre de sa séparation et le second, un grand gaillard aussi tendre que massif, aussi silencieux que mystérieux, répond au nom mystérieux de Groza. Son frère, Hans, de son côté, est bien plus bavard et se démène comme il peut pour faire office de chef de famille alors que sa propre vie a éclaté en 1000 morceaux. Tout cela nous est raconté depuis un personnage bien singulier puisque c'est le chien bleu qui accompagne Hans qui sert de narrateur pour ce récit d'anticipation. Doté de pouvoirs médiumniques, cet animal symbolise aussi le retour à la nature et la vie paisible que pourraient vivre les humains pour peu qu'ils acceptent leurs conditions d'être vivants parmi un monde en constante mutation. C'est ainsi que Benjamin Flao nous propose une réflexion sur l'homme et son rapport à l'environnement dans un album où son dessin fluide est très à propos dans ce récit. Il alterne ainsi une narration classique avec des pleines pages où les décors de ce monde modelé par les éléments se déploient, entrecoupés par les pensées de notre narrateur canin. Parfois poétique, à d'autres moments plus contemplatif, réaliste mais aussi terriblement actuel, L'Âge d'eau est un album puissant qui sera complété par un second volume que l'on a hâte de tenir entre nos mains. Voilà 3 ans que nous attendions le nouvel album de cet auteur singulier et passionnant. Avec ce premier tome, on peut dire que cette attente en valait largement le coup. Changeons totalement de sujet pour nous replonger dans les affres de la Seconde Guerre mondiale en suivant de près celles et ceux qui ont combattu pour la France. Les Compagnons de la Libération est une série passionnante où chaque volume est consacré à l'une des figures héroïques de la guerre 39-45 dans le camp français. Après le général Leclerc, Jean Moulin, Pierre Messmer ou encore Romain Gary, ce sont 2 nouveaux visages qui viennent s'ajouter à cette collection pédagogique. C'est Hubert Germain et surtout Simone Michel Lévy, premier personnage féminin de cette collection, qui ont trouvé le chemin des librairies le 12 janvier dernier. Nous avions envie de mettre en lumière cette première figure féminine qu'est Simone Michel Lévy, car nous le savons, bien souvent l'histoire ne retient que les personnages masculins, alors nous ne pouvions qu'approuver cette mise en avant. En un peu plus d'une 50aine de pages, nous découvrons la vie et l'action au sein des réseaux de résistance de cette femme courageuse que l'on découvre dans le camp de Ravensbrück dès le début de l'album. L'histoire fonctionne à rebours pour nous montrer comment Simone Michel Lévy a intégré la Poste après avoir brillamment réussi le concours et comment depuis ce service public, elle va organiser un réseau de résistance. Quelle place était en effet plus indiquée pour faire transiter du matériel et s'occuper des communications que celle de la PTT à l'époque? C'est ainsi qu'au mépris du danger et au péril de sa vie, elle va s'occuper de recruter et assigner un rôle aux pianistes, c'est-à-dire à ceux qui envoyaient des messages en morse. Mais voilà, tout le monde ne faisait pas preuve de la même prudence qu'elle, et c'est ainsi qu'elle va se faire arrêter et qu'elle sera déportée dans le tristement célèbre camp de Ravensbrück. C'est Catherine Valenti qui nous raconte ici le destin de cette femme courageuse qui aura refusé de capituler devant l'ennemi allemand. Pour la mise en dessin, on la doit au trait de Claude Plumaille qui, dans un style ligne claire, simple et expressif, fait se déployer la destinée de cette valeureuse résistante. Série nécessaire qui revient sur quelques figures des Compagnons de la Libération qui comptaient 1038 membres, nous devons cette bande dessinée aux éditions Grand Angle. C'est du côté de Saint-Elme que nous entraîne le coup de cœur suivant avec un 2e tome déjà disponible en librairie et baptisé L'avenir de la famille. Il faut dire que de famille, il en est largement question dans cette série dont nous avions présenté le 1er tome au moment de sa sortie sur notre compte Instagram. En effet, Saint-Elme est une petite ville thermale à l'ambiance très inquiétante, envahie par les batraciens et que dirige à tous les niveaux la famille Saxe. Si le 1er tome permettait de planter le décor et présenter tous les protagonistes de cette histoire, cette seconde partie ne lève pas totalement le voile sur toutes les intrigues tissées au sein de cette aventure. Dans la première partie de cette série, nous retrouvions un duo de détectives sur la trace d'un jeune fugitif qui a pris ses quartiers à Saint-Elme. Dans ce second tome, Franck Sangaré, le détective en question, est entre les mains de la famille Saxe après qu'il ait décidé de mettre de trop près son nez dans leurs affaires. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce sont de bien drôles d'affaires que gère cette famille qui se retrouve ici à devoir nettoyer une scène de crime.
Le mystère s'épaissit aussi autour de Romane, qui a assisté dans le premier tome au passage de la vache brûlée et qui se met sur la piste du mystérieux Paco qu'elle a entreaperçu ce jour-là. Celui-ci forme un drôle de duo avec son père, qui parle à une chaise vide dans sa maison et qui vit en retrait du village. Vous aurez compris que cette série, que l'on doit au scénario de Serge Lehmann et au dessin de Frédéric Peters, est complètement hallucinante à l'image de ses dessins aux couleurs saturées et hypnotisantes qui forment les 80 pages de ce second opus. Multipliant les intrigues, proposant des personnages mystérieux ou complètement barrés, comme celui du derviche, le scénario de Lehmann est véritablement captivant et on se demande vraiment où il nous entraîne. Le dessin de Peters traduit admirablement bien cette atmosphère inquiétante en mettant en avant des couleurs sombres et un découpage rythmé mettant en scène cette galerie de personnages étranges. On a hâte de découvrir le 3e tome qui permettra peut-être de répondre en partie aux intrigues développées dans ce récit qu'édite la maison Delcourt. C'est par une soirée dans un restaurant qui rassemble certains des grands écrivains du genre policier que débute Cauchemar Ex Machina, un titre qui nous a agréablement surpris par sa narration. Il faut dire qu'au centre du récit, c'est une véritable machination qui se met en place alors qu'en toile de fond débute la Seconde Guerre mondiale. L'objectif de ce complot, que va essayer d'imaginer Marjorie Allingham, vise justement à mettre en péril les visées expansionnistes de l'Allemagne nazie. Mais reprenons cette histoire dans l'ordre. Au centre de cette machination va se retrouver bien malgré lui un obscur écrivain répondant au nom de Corneille Richelin. Peu talentueux, d'après ce qu'en disent les convives de cette soirée au restaurant, il impressionne toutefois le baron Hans von Richtenbach, qui deviendra un personnage important dans l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque la guerre éclate, le baron, trop occupé, va faire de son neveu son relais auprès de Richelin, qui doit écrire le scénario d'un film que l'Allemand rêve de produire. C'est donc via le neveu que Marjorie Allingham, aidée par Ernst Bronmann, réfugié allemand qui souhaite la chute du régime nazi, que la machination va se mettre en place. C'est ainsi que l'on voit la machine infernale se déployer, de sa conception jusqu'à sa réalisation, avec toutefois son lot d'incertitudes. Si le lecteur se demande d'entrer où tout cela est en train de le mener, le scénario de Thierry Smolderen s'avère d'une redoutable efficacité pour nous entraîner dans cette histoire à tiroir. Pour mettre en image cette diabolique machinerie, on retrouve un Jorge González dont les teintes sombres collent parfaitement à l'ambiance du récit et la multiplication des cases permet d'enfermer le lecteur dans cette machine infernale. Le dessinateur argentin, au style si identifiable, apporte au personnage toute l'émotion qui rend ce récit si prenant alors qu'il tourne finalement autour d'un projet dont le lecteur ne fait que suivre les rouages. Cauchemar Ex Machina est au final un titre surprenant, original, que l'on vous recommande chaudement et qui est disponible aux éditions d'Argo. Terminons, comme ce sera le cas chaque quinzaine, par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir, ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. Sorti initialement en 2005, l'album Dans la secte est malheureusement un titre qui est encore d'actualité, tant les sectes sévissent encore non seulement chez nous, mais aussi dans le monde entier, comme c'est ici le cas avec la scientologie. C'est la jeune Marion que nous suivons durant la centaine de pages de ce titre, que réédite la maison d'édition La Boîte à Bulles. Marion travaille dans la publicité et mène une vie partagée entre les fêtes, les expériences avec la drogue et une famille qu'elle délaisse un peu jusqu'au jour où elle se fait licencier. C'est que Marion est une jeune femme de son temps, elle se donne beaucoup pour un travail qu'elle aime et qui ne le lui rend pas forcément, et pour oublier ce quotidien pas toujours drôle, elle fait la fête. Aussi, quand tout cela prend fin, se pose forcément la question du sens à donner à son existence, et c'est là qu'intervient Raphaël, annexe qui va introduire Marion dans l'église de Scientologie. Avec la promesse de se reconnecter à elle-même, de se sentir plus en phase avec ses aspirations et mieux dans sa vie, Marion va se laisser convaincre et va commencer à fréquenter la secte et ses adeptes. Après les fameux tests de personnalité et le programme payant de purification, la jeune femme se révèle être une bonne adepte, enthousiaste et motivée. C'est ainsi qu'on la voit évoluer au sein de la secte jusqu'à être envoyée à Copenhague pour graviter auprès de l'élite européenne de la scientologie.
Si elle fait preuve là aussi d'un certain zèle dans son investissement, c'est aussi le moment où elle regagne en lucidité et se rend compte du piège dans lequel elle est tombée. Avec beaucoup d'intelligence, Henri Pierre au scénario et Louis Allouin au dessin nous font suivre le destin singulier de Marion pour nous raconter une histoire malheureusement universelle, celle de l'embrigadement dans les sectes. Ici, c'est de la scientologie dont il s'agit, mais malheureusement le fonctionnement est souvent similaire d'une secte à l'autre, repérer les failles dans chaque individu et s'y engouffrer. Le dessin simple, mais jamais simpliste, aux couleurs bleues et noires dominantes, apporte non seulement à la clarté du propos, mais aussi au plaisir de se replonger dans ce titre, sorti il y a plus de 15 ans. Si cette bande dessinée n'empêchera pas les sectes de continuer d'effectuer leur recrutement sur le territoire national, elle a au moins le mérite de raconter au lecteur le processus par lequel elles recrutent leurs adhérents, et rien que pour cela, on ne peut que vous la conseiller très fortement. Ainsi se termine ce 119e épisode, consacré en grande partie à l'album La Dame Blanche, épisode que l'on vous remercie d'avoir suivi avec intérêt jusqu'au bout. Si vous voulez prolonger le plaisir de nous suivre, rendez-vous sur notre compte Instagram lebuller.podcast pour y laisser vos réactions et vos commentaires et découvrir en images tous nos coups de cœur de cette quinzaine. Faites-nous connaître aussi autour de vous en parlant de nous non seulement dans la vie réelle, mais aussi sur les réseaux sociaux et en partageant cet épisode. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre podcast, c'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes, d'Apple Podcast à Spotify en passant par YouTube. Rendez-vous le 31 janvier prochain pour découvrir en notre compagnie nos futurs coups de cœur parmi les sorties en bande dessinée dans le 120e épisode de votre podcast Le Buller.